Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal d'information sur 2EF TV. Au titre, comment les nouveaux bacheliers de la session 2019-2020 appréhendent-ils le choix des filières dans leurs études supérieures? Quelques difficultés pour certains, tandis que d'autres se sont déjà casés. Les détails dans quelques instants, dès le début de ce journal. Le Kenya a célébré ce lundi 26 août l'exportation de ses premiers barils de pétrole. Le pays entre ainsi dans le cercle très envié des pays producteurs de l'or noir, même s'il faudra attendre encore plusieurs années avant que la production n'atteigne un rythme satisfaisant. Et pour notre dossier entrepreneuriat, nous reviendrons sur le secteur de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Quelles sont les perspectives d'évolution pour ceux qui s'y lancent et comment les acteurs s'organisent-ils pour améliorer la croissance de ce secteur? Reportage en fin d'édition dans le cadre de notre dossier entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur 2EF TV. Quelle filière choisir à l'aune de la nouvelle année académique? Une question que se pose bon nombre de nouveaux bacheliers de la session 2019-2020. Pour beaucoup, le sujet est déjà résolu, quand d'autres encore ont du mal à cerner l'environnement dans lequel ils s'apprêtent à plonger dans le cadre de leurs études supérieures. On suit ce reportage proposé par la rédaction. Passé l'euphorie de la réussite au baccalauréat, le moment des grandes décisions est arrivé pour les nouveaux bacheliers de la session 2019-2020. Pour la plupart de ces jeunes, le choix de la filière de spécialisation relève d'un casse-tête chinois. On ne sait pas vraiment comment s'orienter. Il arrive des collisions très fréquentes entre les aptitudes qu'on développe dans le cycle secondaire et la panoplie des filières existantes dont les débouchés restent souvent confuses dans les esprits des néo-bacheliers. Cependant, l'appui des structures en charge des questions d'orientation permet de résorber quelque peu ce déficit d'information. Beaucoup de ces bacheliers ont d'ailleurs pu bénéficier de l'accompagnement stratégique des conseillers d'orientation. Génie civil. Bon, parce que j'ai eu une bonne note en maths avec physique, donc je crois que je pourrais m'en sortir là-bas. Toujours est-il que la structuration du système des études supérieures en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays africains ne garantit pas forcément aux étudiants une employabilité au terme du premier décret d'études après l'obtention de la licence ou du BTS, en plus que certains d'entre eux n'ont pas véritablement la chance d'être orientés dans les filières de leur choix par l'État. Une situation qui pose le problème de l'adéquation entre les capacités de l'étudiant et la filière qui lui est imposée, sans omettre le facteur coût. Jusqu'à défaut d'être insérés dans le circuit de leur choix, certains s'efforcent de conseil avec les parents, de trouver les moyens nécessaires à la poursuite des études dans la formation qui sied à leur capacité intrinsèque. Ouais, c'est géographie. Géographie parce que c'est là-bas qu'il y a eu la plus forte note. Voilà. Et c'est aussi la matière que j'aime aussi le plus. Donc c'est pourquoi. Pour les parents, ce conditionnement des nouveaux bacheliers par les structures étatiques en termes d'orientation peut s'avérer être une lourde incidence sur le plan financier. L'enjeu étant de consentir le sacrifice nécessaire à un épanouissement de l'enfant dans la filière qui lui convient le mieux. Bon, moi je l'ai aidé à faire la grande école. Option génie civil. Parce que c'est là-bas que je peux l'aider. Avec l'assistance de plus en plus renforcée des structures en charge des questions d'orientation, le choix des filières se fait assurément avec moins de complicité, même si d'un avis général, une plus grande prise en compte de la diversification des filières de formation par les instances étatiques est souhaitable pour revaloriser les critères d'employabilité dans une perspective d'adéquation. Grogne dans le milieu scolaire en Éthiopie. Des milliers d'élèves manifestent depuis quelques jours devant l'Agence nationale des examens pour dénoncer des résultats étriqués d'un examen à grand tirage qui ne reflètent pas leur performance lors des compositions. Selon le ministre de l'Éducation nationale, des erreurs existent certainement dans les notations de cet examen équivalent au baccalauréat, au fait d'un problème de logiciel, mais seulement dans la matière de la scolastique. Des arguments qui continuent de contester la plupart des candidats.
Nous vous proposons aujourd'hui au chapitre de nos productions locales un extrait de l'émission Technopole présentée par Leila Amani. Le thème de ce numéro concernait la portabilité des numéros téléphoniques. Regardez. Sur 100% des personnes interrogées, il y a au moins 90% qui ne savent pas réellement ce que c'est que la portabilité. Alors malgré les affiches publicitaires, les panneaux publicitaires, nous avons l'impression qu'il s'agit d'une communication un peu masquée. Alors quel serait le conseil à donner aux opérateurs téléphoniques pour vulgariser cette notion de portabilité des numéros téléphoniques? Merci pour votre question. En fait, ce que je voulais dire sur ce point, c'est que, je l'ai dit au cours de l'émission, la portabilité, c'est un projet initié par le régulateur. Donc normalement, dans le processus, il était du devoir du régulateur d'informer les Ivoiriens sur le fait qu'ils peuvent désormais changer d'opérateur en gardant le numéro. Ce que les opérateurs font, c'est une communication plutôt dans le sens d'attirer des nouveaux clients. Et cette communication, elle rentre dans le canal, sinon dans les canaux déjà existants mis en place par ces opérateurs. Donc il y a eu de la communication par affichage, il y a eu de la communication par les médias, TV, radio, presse, etc., sur les réseaux sociaux. J'avoue que c'est exactement ce qui est fait pour les offres existantes. Je suis opérateur, j'ai dit j'ai la meilleure offre. Le style de communication qui est mis en place, c'est exactement ce qui a été appliqué dans le cadre de la portabilité. Après, comme j'ai dit, j'ai pas vu de communication à grande échelle du côté du régulateur. Et c'est là, je pense que les choses auraient pu être... c'est un peu la même situation lorsqu'on a parlé d'identification. La décision de dire on réidentifie tous les abonnés a été prise par le régulateur. Et c'est les opérateurs qui sont allés vers les abonnés pour dire venez vous faire identifier. On dit mais pourquoi? Ben oui, parce que le régulateur a décidé ainsi. Donc pour moi, il était aussi question que le régulateur informe les Ivoiriens qu'ils doivent se faire identifier. Parce que ça a été vu comme une action initiée par les opérateurs, alors que c'était une décision du régulateur. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut plus de synchronisation et de communication entre les opérateurs et les opérateurs. D'accord. La Banque centrale a décidé d'accorder un délai supplémentaire aux microfinances et aux banques rurales pour se recapitaliser. Les institutions concernées ont jusqu'au 28 février 2020 pour se conformer aux exigences du système bancaire. Ceci après un premier avertissement dont la date butoir était au 31 décembre 2017 pour les banques rurales et au 30 juin 2018 pour les microfinances. Le Ghana compte 144 banques rurales et 137 microfinances, dont la plupart sont en déficit de capitaux. Les travaux de construction du nouveau pont sur le lac de la Volta au Ghana devraient démarrer effectivement à partir de 2020. L'information a été confirmée par l'ambassadeur du Japon à Accra, qui a précisé que le prestataire en charge de l'exécution du chantier était quasiment trouvé. Le financement de cette infrastructure stratégique dans la connexion de la capitale Accra à plusieurs régions de l'intérieur du pays sera entièrement pris en charge par le Japon à hauteur de 112 millions de dollars octroyés sous forme de prêts à l'État ghanéen. Nous partons avec Africa 24. Le Ghana prévoit la construction d'un nouveau pont sur la Volta d'ici 2020. Le projet avait déjà été approuvé par le Parlement en décembre 2016 et obtenu un financement de 112,39 millions de dollars sous forme de prêts octroyés par le Japon. Il vise à compléter les efforts du gouvernement pour développer la route du corridor Est, route la plus courte reliant les régions du Grand Accra, de la Volta, du nord et de l'extrême orient du pays. C'est un avantage immédiat en termes de création de valeur et de richesse pour paiement étalé sur la durée. C'est une bonne décision de gouvernance. Le problème se pose quand, entre ces deux, vous avez beaucoup de corruption. Et ça, il faut aller voir dans le détail. Est-ce que ce pont a été fait et avec des Ghanéens? C'est-à-dire que ça a profité à la création d'emplois des Ghanéens? Voilà les questions qu'il faut poser. Le futur pont, long de 540 mètres et large de 17,1 mètres, deviendra le deuxième plus long du pays, servant d'alternative à l'actuel pont d'Adoni en service depuis 1967. Ce pont est un
un investissement. Ce n'est pas de l'argent direct, cash qui va rentrer. Mais regardez tous les gens qui vont circuler d'un côté et de l'autre. Tout le commerce qui va se faire, qui n'a pas besoin de prendre une pirogue ou un bateau pour traverser. Regardez le gain de temps. Si vous multipliez tous ces gains-là, vous avez donc effectivement gagné, non seulement en termes d'argent, mais aussi pour les populations et voire même pour le pays. Cette infrastructure contribuera à l'intégration régionale et à la croissance globale de l'économie ghanéenne. Sa mise en service permettra par ailleurs de stimuler les exportations des cultures non traditionnelles du Ghana, principalement des noix de karité, du beurre de cacao et de la mangue des régions de l'Est, d'Ashanti et du Nord, vers le port de Tema et au Burkina Faso. Une monnaie électronique pour redynamiser les flux financiers. C'est l'ambition du gouvernement rwandais qui espère ainsi redynamiser son économie. Le projet est certes révolutionnaire dans l'environnement économique régional, mais de nombreuses questions d'ordre technologique et monétaire restent encore en suspens, notamment en ce qui concerne la convertibilité de cette monnaie. Des explications dans cet élément. La Banque centrale du Rwanda envisage l'émission d'une monnaie électronique dans le pays. Selon les responsables de cette institution bancaire, l'utilisation d'une monnaie numérique offrirait une infrastructure de paiement plus performante, capable de relancer l'économie locale. Je pense qu'elle va stimuler les paiements, elle va rendre les paiements électroniques plus rapides, ils seront plus simples et plus efficaces. D'un autre côté, ces paiements pourront être contrôlés par le gouvernement. Le gouvernement aura la possibilité d'imposer une taxe. Les autorités rwandaises reconnaissent cependant les défis technologiques liés à l'utilisation de la monnaie électronique. Principale préoccupation, la convertibilité de la monnaie numérique à émettre. La technologie de nos jours permet au Rwanda et à la Banque centrale du Rwanda de pouvoir émettre une monnaie électronique. Et de l'autre côté, la question sera aussi de savoir quelle technologie blockchain la Banque centrale va choisir. Donc on pourra par exemple dire que la Banque centrale va limiter l'utilisation de la monnaie électronique aux petits paiements. La décision de la Banque centrale rwandaise irait à l'encontre de la vision d'autres pays du continent. Le Nigeria, l'Algérie, le Maroc ou l'Afrique du Sud restent prudents quant à la fiabilité de la monnaie électronique. En grande pompe, ce lundi 26 août, de l'exportation des premiers barils de pétrole par le Kenya. L'événement a fait l'objet d'une cérémonie officielle dans la région de Turkana en présence du chef de l'État, Uhuru Kenyatta, et de plusieurs membres du gouvernement kényan. Des débuts assez timides malgré l'exportation de 200 000 barils vers la Malaisie, alors que le pays est très loin de son objectif minimal de 5 000 barils par jour. Principal handicap pour l'exploitation du pétrole au Kenya, le manque d'infrastructures de transport. Le premier oléoduc vers le port de Mombasa devra être achevé d'ici 2020. On y va avec Africa 24. Le Kenya a célébré lundi 26 août 2019 l'exportation de ses premiers barils de pétrole dans le cadre du programme pilote d'exploitation de ses gisements dans le nord-ouest du pays. Il s'agit de 200 000 barils achetés par une société chinoise et destinés à la Malaisie pour un montant de 1,2 million de dollars annoncé le 1er août. Kenya's Grand March. La grande marche du Kenya vers la production et l'exportation de pétrole et de gaz a maintenant commencé. Le lancement de cet envoi inaugural marque une nouvelle ère, non seulement pour le Kenya, mais aussi pour notre région, et le début d'une nouvelle ère pour une plus grande prospérité pour tous les Kenyans. Production de brut kenyan n'atteindra son rythme de croisière qu'après la construction en cours d'un oléoduc de près de 900 km qui doit relier le port en construction à Lamu, qui permettra de transporter environ 100 000 barils par jour à partir de 2022. Au fur et à mesure que le développement se fera ressentir, nous veillerons à ce que les communautés locales soient les principaux bénéficiaires de ces ressources. L'exploitation avait été retardée à raison de désaccords sur le partage des futurs revenus pétroliers. Les parties prenantes avaient finalement trouvé un accord, soit 75% pour le gouvernement national, 20% pour le comté de Turkana et 5% pour les communautés locales. Les champs de Turkana au Kenya contiennent 560 millions de barils de pétrole pour un investissement estimé à 2 milliards de dollars. Et le sommet du G7 qui s'est achevé ce lundi 26 août à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Des progrès importants semblent avoir été
accompli dans les discussions sur les sujets brûlants tels que la guerre commerciale entre les USA et la Chine ou encore les tensions avec l'Iran. Le point dans cet élément. À Biarritz, capitale française du surf, c'est un G7 sans vague qui s'est achevé lundi soir. Les dirigeants ont affiché une rare unité. Exit le Trump tonitruant et imprévisible du précédent sommet de juin 2018 au Canada, le président américain a montré un tout autre visage, conciliant sur tous les contentieux, même sur le dossier brûlant du nucléaire iranien. Le président américain juge même réaliste une rencontre prochaine avec le président Hassan Rouhani. Mesdames, Messieurs, ce que j'ai dit par téléphone au président Rouhani, c'est que s'il acceptait une rencontre avec le président Trump, ma conviction est qu'un accord peut être trouvé. Mais il faut maintenant se mettre autour de la table et y arriver. Je pense que l'Iran est un pays au potentiel énorme. Nous ne cherchons pas à renverser le pouvoir, nous voulons un pays sans armes nucléaires, sans missiles balistiques et une période plus longue. Nous pouvons y parvenir en très peu de temps. Autre accalmie affichée par Donald Trump au sujet de la guerre commerciale avec la Chine. Des négociations très significatives sont en cours d'après le président américain qui pense qu'un accord est désormais possible. Le vice-président chinois a déclaré qu'il voulait qu'un accord soit conclu dans des conditions calmes. Et il a utilisé le mot calme. Je suis d'accord avec lui sur ce point. La Chine a été durement touchée ces derniers mois par la perte de plus de 3 millions d'emplois. Et ça pourrait bientôt être beaucoup plus que ça. Sous la présidence Trump, l'Amérique s'est retrouvée de l'autre côté de la table des négociations par rapport aux autres pays du G7 sur les questions clés, telles que l'Iran, le commerce et le changement climatique. Mais ce sommet semble avoir changé l'atmosphère. Il semble maintenant que le président Trump soit prêt à faire preuve de diplomatie, un mot rarement entendu récemment à la Maison-Blanche. À l'issue de ce sommet reste donc une impression de succès diplomatique. Emmanuel Macron s'est montré très offensif pendant ces 3 jours, jouant les chefs d'orchestre omniprésents. Donald Trump, lui, n'a pas cessé de faire l'éloge de son hôte français. « Vous avez été un leader formidable », lui a-t-il lancé lors de leur conférence de presse conjointe à la fin du sommet. L'avenir dira si cet optimisme et cette unité affichée entre les grandes démocraties du monde n'étaient qu'éphémères. On rejoint à présent nos reporters Krak Kwaku et Cédric Boga qui sont allés interroger les populations sur la récession. Que savent les Abidjanais sur cette notion? Réponse dans le micro-trottoir. De baisse des activités économiques et de nos jours, nous constatons, depuis 2016, nous constatons que le secteur formel a pris pratiquement 75% du PIB ivoirien. Au niveau de la récession, ce que je pense au niveau économique, c'est que ça touche plusieurs aspects. Moi, je bosse précisément dans tout ce qui est network marketing. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, l'État même doit aider la jeunesse. Parce que la récession, ce n'est pas au niveau seulement au niveau de l'éducation. Parce qu'il faut aussi éduquer la jeunesse au niveau même financier. Selon moi, la récession, il n'y a pas l'argent. Tout est abaissé actuellement. C'est chaud. C'est chaud. On n'a rien. Je pense bien qu'il y a baisse de l'activité économique. Vu ce qui se passe de nos jours et autour de nous aussi. Voilà. Ça dépend de plusieurs facteurs en fait. Il y a les facteurs socio-économiques qui dépendent aussi des acteurs. Ces acteurs, je prends un exemple pour ceux qui sont dans les secteurs tertiaires, comme les femmes restauratrices. Ces dernières, le marché est très coûteux. Et pour avoir quelqu'un même pour faire des tâches, c'est tellement difficile. Donc du coup, ces personnes peuvent voir leur marchandise ou bien leur production, en tout cas en train de s'augmenter. Que faut-il donc comprendre par cette notion de récession? Suivons le doc pour avoir un aperçu plus approfondi du sujet. En économie, le terme récession peut avoir 2 définitions. Un phénomène de ralentissement du rythme de la croissance économique. Lors d'une récession, la croissance devient inférieure à la croissance potentielle et l'écart de production augmente. Le phénomène inverse est une expansion. Cependant, stricto sensu,
Une diminution du niveau de production est une décroissance, une régression ou encore une contraction. Mais le terme récession est fréquemment utilisé avec ce sens par anglicisme. Une chute du produit intérieur brut, PIB. Ainsi, pour l'INSE, un pays entre en récession quand son PIB se replie pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Aux États-Unis, la récession est définie comme une baisse significative répandue dans l'ensemble de l'économie qui dure plus que quelques mois et qui affecte à la fois le PIB, les revenus, la production industrielle, l'emploi et le commerce de gros et de détail. Certains confondent parfois le terme de dépression économique qui désignerait une chute importante et durable de l'activité. Pour l'Organisation de la coopération et du développement économique, une récession est une période d'au moins 2 ans pendant laquelle l'écart de production cumulé atteint au moins 2% de produit intérieur brut PIB et la production devient inférieure d'au moins 1% à la production potentielle durant une année au moins. Selon un critère plus simple, une récession économique survient lorsque le taux de croissance du PIB diminue tout en restant positif pendant 2 ou 3 trimestres consécutifs, s'il n'y a qu'un trimestre de baisse, puis qu'une reprise au trimestre suivant. On ne parle pas de récession économique. Place maintenant à notre dossier entrepreneuriat du jour. Il s'agit du secteur de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. L'activité est l'une des plus dynamiques du secteur secondaire en Côte d'Ivoire, mais il reste encore pas mal d'efforts à déployer pour améliorer sa rentabilité et sa contribution à la richesse nationale en Côte d'Ivoire. Regardez. Plus de 20 000 entreprises recensées entre mars et octobre 2018. En Côte d'Ivoire, le marché de l'imprimerie est l'un des plus dynamiques du secteur secondaire. Les services proposés par cette industrie étant inextricablement mêlés aux activités enregistrées dans les autres secteurs d'activité. Depuis 2018, les efforts en vue de la réorganisation du secteur se multiplient, notamment avec les initiatives engagées par le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, pour permettre aux entreprises évoluant dans le domaine de formaliser leur présence sur le marché. Propulsée par un environnement économique marqué par une croissance soutenue, l'activité s'avère rentable, en témoignent les résultats positifs enregistrés par IHS, une imprimerie située dans le quartier d'Adjamé, 220 logements, au centre d'Abidjan. C'est en 1988 que son fondateur, Aimé Azoumé, a décidé de se lancer dans le secteur. 31 ans après, les résultats sont éloquents. IHS est devenue une structure multiforme avec une variété de prestations qui font d'elle l'une des imprimeries les plus sollicitées du marché local. Donc, voilà. Donc vous avez 2 personnes, il y a un qui lance là-bas, l'autre lui vérifie. Voilà, il vérifie l'impression pour voir si tout est OK. C'est un format A4? Non, ça c'est un format A3. Ça c'est du grand format. Après, ils vont couper. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Arrivé là-bas, ils vont couper pour mettre au format. Donc on tire ça sur la grande feuille. Ok? Voilà. Donc, c'est du quadrille. C'est ça qu'on appelle en technique, ça vient en quadrille. C'est-à-dire ça vient en couleur. Hein, ça vient en couleur. Pour en arriver là, il a fallu développer une véritable stratégie de consolidation qui a permis de rassurer les partenaires. Une méthode qui s'est avérée payante puisqu'aujourd'hui, l'entreprise réalise des chiffres d'affaires enviables selon son premier responsable qui mise essentiellement sur la qualité du travail pour maintenir la trajectoire ascendante que connaît son groupe. Notre satisfaction, c'est savoir que nous, on travaille beaucoup plus sur la couleur. Voilà, donc on fait rayonner les couleurs, donc la couleur pâle. La couleur, c'est un peu la publicité, donc notre façon de présenter le client donc, au public, c'est sur les couleurs, on fait jouer donc, sur les couleurs, on préfère donc, puis se mettre un peu au niveau, aux normes européennes et autres.
Voilà, donc on peut faire les mêmes tirages que les Européens, pas forcément besoin d'aller à l'étranger. À l'instar de IHS, de nombreuses autres imprimeries sur le marché ivoirien réalisent des performances encourageantes. Seulement, comme le soulignait le président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, Étienne Kouya, il urge de créer un cadre adéquat pour une synergie d'action dans le secteur de sorte à tracer les sillons d'une veille stratégique visant à développer une résilience à moyen et long terme. Je suis en train de mener maintenant cette politique pour que les imprimeries se fassent recenser et qu'on ait un nombre réel, qu'on connaisse le nombre réel des imprimeurs, des imprimeries en Côte d'Ivoire. Il faut que nous ayons une vision du présent, du futur, pour que le lendemain soit meilleur. Et c'est ce pari-là que je suis en train de gagner. Le secteur de l'imprimerie pourrait certainement être un facteur d'inclusion sociale plus importante avec un encadrement plus soutenu des autorités publiques. Avant de refermer ce journal d'information, nous vous laissons apprécier les taux d'échange du franc CFA Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour ce journal d'information. Portez-vous bien et surtout restez connectés sur 2EF TV. À bientôt.